Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Plouffe, fondatrice d'Atoka, une marque de soins corporels éco-responsable et cofondatrice du Pop-up Solidaire, un marché virtuel d'artisans et d'entreprises locales qu'elle a cofondé avec Margot Villiers, PDG de Filet Coton, une marque de tampons démaquillants réutilisables. Marie-Christine nous livre comment en 48 heures est né le Pop-up Solidaire et comment le succès de la première édition les a menés à transformer Pop-up Solidaire en OBNL, c'est-à-dire en organisme à but non lucratif avec une réelle portée sociale. On parle aussi de la seconde édition du Pop-up qui aura lieu en août et Marie-Christine nous livre sa vision à moyen et à long terme de ce beau projet qui met au cœur la valorisation de l'entrepreneuriat et de l'artisanat local québécois. Au cours de cet épisode, Marie-Christine nous montre avec enthousiasme à quel point les situations de crise poussent à se réinventer et à quel point peuvent naître de superbes projets comme le Pop-up Solidaire. Marie-Christine nous donne aussi des conseils pour créer une OBNL au Québec et nous donne des ressources pour s'améliorer chaque jour comme entrepreneur. Avant de commencer, je voulais vous inviter à aller suivre le podcast sur Instagram ou sur Facebook @montrealboulevard.podcast où je suis très active et où je vous partage des lieux, des événements à Montréal et au Québec, mais aussi des entreprises locales dans plein de domaines. Je vous invite aussi à prendre le temps de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, de laisser un commentaire si l'épisode vous a plu et de le partager autour de vous parce que j'en suis certaine, il peut en aider plusieurs d'entre vous. Merci encore à vous de votre fidélité, le nombre d'auditeurs grandit de jour en jour et ça me fait chaud au cœur. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Marie-Christine Plouffe qui est fondatrice d'Atoka, mais aussi créatrice du Pop-up Solidaire. Marie-Christine, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours dans un Oui, premier temps? oui. En fait, comme tu l'as si bien dit, je suis la fondatrice de Produits Atoka. En fait, Produits Atoka, ce que c'est une entreprise qui offre des produits corporels éco-responsables, des ingrédients à l'emballage. C'est comme notre petit slogan. Puis aussi, je suis la fondatrice du Pop-up Solidaire. En fait, c'est moi et Margot qui avons créé le Pop-up Solidaire. On a vraiment créé cet événement-là à deux. Puis dans le fond, mon parcours est un peu atypique, là. Je sais pas si tu veux que je me lance là-dedans, mais en gros, j'ai démarré à Toka il y a environ 3 ans. Puis là, je sais pas ça fait combien d'années, je dis que ça fait environ 3 ans, donc je pense environ 3 ans, pendant mon bac en droit. Puis dans le fond, la première année, tu sais, je faisais mes études en même temps, donc ça l'a comme, j'ai pas vraiment mis de temps là-dedans. C'était vraiment comme un projet, si on veut, un projet, là. C'était pas une entreprise, j'avais pas de plan d'affaires ou quoi que ce soit. Puis finalement, après mes études, ben, j'ai décidé de me lancer là-dedans à temps plein à travers plein d'autres projets en entrepreneuriat. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai lancé Atoka. Donc en fait, tu commençais toi-même par fabriquer les produits et à les vendre et après c'est devenu plus important, c'est ça? Comment ça Ouais, s'est fait? c'est ça. Ben, en fait, c'est que pendant ça faisait plusieurs années que je fabriquais des produits corporels, si on veut, moi-même. Tu sais, je faisais mon déo, je faisais des crèmes, je faisais plein de choses. Puis en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est que un peu avec le temps, j'ai remarqué que il y avait de plus en plus de produits de soins du corps ou de produits corporels éco-responsables, mais je trouvais que souvent l'emballage était oublié. Donc, on voyait, je sais pas moi, un baume à lèvres, on voyait un déodorant qui était étiqueté éco-responsable, mais qui était vendu dans un emballage en plastique. Puis moi, ça me rejoignait pas, donc je me suis dit, bon, ben, je vais les faire moi-même. Puis là, éventuellement, avec le temps, j'ai remarqué qu'il y avait une demande, dans le fond, pour les produits que je faisais. Tu sais, les gens étaient intéressés et tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé de démarrer une entreprise. Puis au début, comme je disais, c'était vraiment juste un projet pour le fun, là, pendant mon bac, pour arrondir mes fins de mois. Puis finalement, c'est comme démarrer un peu tout seul. Puis, ben, c'est ça, après mes études, j'ai eu le choix, soit je vais faire mon barreau puis je deviens avocate, ou je me lance à 100% puis je deviens entrepreneur, si on veut.
Puis j'ai décidé de continuer avec Atoka. Et comment t'es devenue entrepreneur au sens, se mettre dans le mindset d'entrepreneur, apprendre que ce soit administratif, que ce soit, tout ce qu'il faut savoir en fait. Comment c'est devenu pour toi? Aucune idée. Je sais pas. Comment, est-ce qu'on devient entrepreneur ou on est entrepreneur? Ou est-ce que tout le monde l'est? Moi, je pense que tout le monde l'est un peu. Oui, Tu sais, c'est un mot qui, on a toute notre propre définition, je pense, un peu de ce que ça veut dire. Euh, Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. Je pense qu'on a tout un parcours souvent qui est un peu atypique. Moi, c'est sûr que, tu sais, mes études vont m'avoir appris euh, une certaine méthode de travail, si on veut. Tu sais, je vais avoir appris à être assez assidue. Mais sinon, tu sais, après mon bac, bon, ben, j'avais déjà démarré un peu l'entreprise, j'avais déjà, tu sais, un site web. Je pense que le secret, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, autour de moi, j'avais une photographe, qui en fait, ma sœur, c'est une photographe professionnelle, puis son conjoint, c'est un designer UX. Fait que dans le fond, lui, il a fait mon site web, elle m'a aidé au niveau des photos puis du design. Donc, j'ai vraiment eu des gens qui m'ont soutenue. Puis dans le fond, mmh, après mes études, je suis allée chercher des formations supplémentaires. Donc, je suis allée à l'École des entrepreneurs du Québec. Après ça, je suis allée chez PME Montréal. Il y avait un nouveau programme qui s'appelle Entreprendre au féminin. Fait que, tu sais, c'est là que je suis allée comme chercher des connaissances. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que c'est là que j'ai allé, dans le fond, rencontrer des gens qui avaient un peu le même mindset entrepreneurial que moi, tu sais. Euh, mmh. donc, je pense que c'est à partir de là que tu peux comme construire quelque chose, mais tu sais, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau, là. Euh, Ouais, c'est infini. ah ouais, non, c'est complètement fou, là. Je pense que je fais pas la même chose deux fois. Ben, sauf la comptabilité. Ouais, Mais tu fais jamais la même chose. T'es constamment en train d'apprendre des choses nouvelles. ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser aux produits cosmétiques naturels et éco-responsables? Qu'est-ce qui t'a amené à la démarche de les fabriquer toi-même et à te dire: «Non, je veux pas acheter ce qui est sur le marché»? Ouais. Ben, en fait, c'est juste qu'on en a besoin. Tu sais, je veux dire, j'avais besoin d'un déodorant, j'avais besoin de Ouais. dentifrice, j'avais besoin d'une crème hydratante pour ma peau, j'avais besoin. Tu sais, fait que je pense que c'est juste le fait que, ben, ça fait partie de notre quotidien. Tu sais, veux pas, on se brosse les dents, on se met une vidéo, on veut pas, tu sais. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire ça moi-même. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question, je l'ai juste faite. Tu sais, il n'y a pas eu de moment d'illumination ou de comme rien de ça. J'ai juste fait. Mais comme je te dis, au début, c'était beaucoup d'essais-erreurs, là. J'ai fait des vidéos qui fonctionnaient pas pantoute, mais c'était vraiment juste le faire pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Donc, c'était pas stressant. Je faisais pas des études de marché, je faisais pas plein de choses. Je pense que j'ai probablement été un peu chanceuse. Puis finalement, j'ai mis comme le doigt un peu sur quelque chose. Tu sais, il y avait un besoin pour ça, mais je l'ai fait un peu par chance aussi, je pense. Ouais. Mmh. Et comment tu consommes dans la vie de tous les jours, parce que là, on parle de cosmétiques, éco-responsables, mais il y a toute la sphère, personnelle, enfin, il y a tout, l'alimentation et cetera. Toi, comment tu consommes? Ah, ben c'est une grosse question. Moi, personnellement, tu veux dire? Que c'est comme mes Oui, habitudes? Ben, c'est sûr que oui, c'est ça. c'est sûr qu'on essaie. Que ce soit au niveau de la mode, de la nourriture, de Ah tout oui. ça. Ben, c'est une grosse question. Tu sais, une des choses qu'on met de l'avant chez Atoka, c'est qu'on est vraiment une entreprise qui est humaine. Tu sais, donc on n'est pas, mettons, l'entreprise qui va mettre de l'avant des. Ben, en fait, on est deux fondatrices chez Atoka, il y a moi et Émilie Paquet. Puis les deux, on va pas mettre de l'avant comme un portrait parfait d'entrepreneur. Tu sais, moi, et Émilie, on n'est pas parfaite, on fait des erreurs, puis souvent, on va même les mettre de l'avant pour faire comme, hey, on est comme toi. Euh, Mmh. Puis dans le fond, l'idée, pourquoi je dis ça, c'est que même au niveau de ma consommation personnelle, tu sais, je suis pas parfaite parce que personne l'est. Ce que je trouve qui est peut-être un peu plus facile pour moi, mettons au niveau des vêtements, bon, ben tout ce que je vais acheter généralement, c'est dans les friperies. La dernière fois que je pense que j'ai acheté un vêtement neuf, ça doit faire des années. Puis tu sais, à Montréal aussi, c'est plus facile. On en a proche de chez nous, on s'en va chez Renaissance, puis moi, c'est là-bas que je fais mon magasinage. Sinon, au niveau de la nourriture puis de l'épicerie, ce qui est vraiment le fun, encore une fois, étant donné que je suis à Montréal, c'est qu'on est juste, ben, moi, personnellement, je suis dans Villeray, donc je suis juste à côté de l'épicerie locaux. Mmh. Je sais pas si tu connais. Oui, ben, je sais que Villeray, c'est bien desservi, pour tout ce qui est zéro déchet, tout ça. C'est ça. Donc, pour ça, on est vraiment très, très, très chanceuse. Donc, pour moi, c'est facile d'aller faire mon épicerie chez locaux.
Puis sinon aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les paniers Second Life. Donc, ça te permet d'avoir des fruits et des légumes. Dans le fond, c'est des fruits et des légumes qui sont comme pas beaux, tu sais. Puis tu peux avoir ton panier, mettons, une fois par semaine. C'est ça. Donc, au niveau de comme l'alimentation, ben, puis du mode de vie en général, on essaie le plus possible d'être zéro déchet sans réussir à mettre tous nos déchets dans un pot maçon. Tu sais, un pot maçon pour l'année, ça, j'ai pas encore réussi à faire ça. C'est mon Ouais. objectif. J'aimerais. Mais on fait vraiment ça. Puis je dis on parce que j'ai mon conjoint aussi avec moi, là. Ouais. Mais on fait vraiment ça une étape à la fois. Tu sais, on va regarder notre poubelle puis on va se dire, bon, ben, OK, on a-tu beaucoup je sais pas moi, de cannes de métal, de légumineuses? OK, bon, ben, on va essayer d'acheter une légumineuse en vrac puis de plus les cuisiner plutôt que d'acheter des cannes de métal. Tu sais, donc, Ouais. c'est un processus, je pense, qui se fait au long terme. Mais sinon, si j'avais deux mots, là, ça serait locaux puis renaissance. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des prises de conscience qui se font petit à petit. Ouais, Moi, je vois, c'est une conscience que je prends de plus en plus. Je suis de plus en plus zéro déchet aussi, mmh, aussi acheter de seconde main des vêtements. Et puis, ouais, une fois que tu as commencé à prendre cette habitude-là, bah, tu peux pas revenir en arrière. c'est C'est ça. comme si ça avait plus de sens pour toi. Donc, C'est ça exactement. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu commences à faire, ben, je sais pas moi, tu changes une ou deux habitudes, justement, tu peux plus revenir en arrière. Donc, une fois que tu l'as ouais, changé, ça rentre dans ton quotidien, puis après, c'est même plus un effort, tu te poses plus la question. Donc là, quand c'est comme appris, si on veut, bon, ben, tu passes à la prochaine étape, puis tu fais autre chose. Mais je pense que le danger, souvent, c'est de se dire, bon, ben, je deviens zéro déchet la semaine prochaine, puis là, ben, tu changes tout en même temps, puis c'est insoutenable parce que c'est juste trop oui, d'efforts, puis un trop gros changement en même temps, puis c'est là, justement, qu'on finit par abandonner. c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, par exemple, au niveau de l'alimentation, bon, ben nous, ça a pris un certain temps avant qu'on devienne végétarien. On n'est pas vegan, on est végétarien. Euh, mais tu sais, au niveau de la viande, c'était aussi toute la vision de, bon, ben, au lieu de devenir végétarien tout de suite, ben, consomme moins de viande, mais consomme-en mieux. Tu sais, va acheter de la viande locale, tu sais, à ce Mm. niveau-là, je suis un peu moins calée parce que j'en mange pas, là. Mais je sais que comme, tu sais, tu peux quand même dans le fond, faire une étape à la fois puis avancer à ton rythme. C'est ça qui est important, je pense. Oui, c'est ça, Mmh. exactement. Et puis, je pense que Montréal, en règle générale, on est chanceux pour Oui, tout ce qui est local, zéro déchet, etc. oui, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est ça, puis tu sais, on peut aller à pied faire notre épicerie, on peut, tu sais, c'est sûr que c'est une réalité qui est différente. En fait, je viens de Gatineau. Il commence à y avoir de plus en plus une prise de conscience à Gatineau aussi, puis de plus en plus de magasins d'épicerie zéro déchet. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Comme quand j'y vais, Mm. je vois que c'est plus difficile à incorporer dans son quotidien, là. Donc c'est un peu Ouais, c'est vrai. c'est ça. Mm. Je trouve. On dirait que Montréal, c'est quand même particulier par rapport à cet état d'esprit. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que ce qu'on veut faire un peu avec Atoka, puis juste aussi avec notre parcours personnel, Milly et moi, c'est juste tu sais, d'accompagner les gens, puis de pas faire un guilt trip non plus aux gens. Mm. C'est juste important d'apporter des changements à nos habitudes de vie. Si on va pas se le cacher, là, il y a quand même une urgence. Euh, Ouais, mais de le faire une étape à la fois. ouais, exactement. Mhm. Et est-ce que tu peux nous parler donc de Pop-up Solidaire que tu as fondé il y a quelques mois avec Margot Villiers, c'est ça? Oui, Qui est exact. fondatrice de Les Cotons. C'est ça. Oui, je suis super contente de parler de Pop-Up Solidaire. C'est mon, j'ai pas de mots pour décrire. Je suis vraiment, vraiment contente de cette initiative-là. En fait, comme tu l'as bien dit, c'est moi et Margot qui avons créé le pop-up. Je peux peut-être présenter Margot juste rapidement, là, vu qu'elle est Ouais. pas en ce moment. Dans le fond, Margot, c'est la PDG de Filet Coton. Puis Filet Coton, c'est une entreprise qui offre des tampons démaquillants réutilisables et d'autres accessoires éco-responsables. Donc, on a quand même, tu vois, on a des intérêts en commun, moi et Margot. Puis dans le fond, le pop-up solidaire, on a créé ça assez rapidement. En fait, le pop-up s'est créé en 48 heures. Moi et Margot, on n'a pas dormi. Puis dans le fond, c'est ouais, 48 heures. Donc ça a été, le processus a un peu débuté après la mi-mars, lorsque le gouvernement a annoncé l'annulation des marchés, des événements, à cause de la COVID. Puis, dans le fond, moi et Margot, on a probablement eu un moment de panique à ce moment-là parce qu'on s'est dit: «Bon, ben, tu sais, c'est une partie substantielle de notre chiffre d'affaires qui s'envole». Puis là, on s'est demandé quoi faire. On parlait avec d'autres entrepreneurs aussi parce que ce qui est le fun,
à notre stade, puis je pense quand tu te lances en affaires, il y a plein de groupes de plein de gens qui s'entraident. Donc, on discutait autour de nous, puis on disait, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas juste rester là à rien faire. En même temps, on sait pas quoi faire, on sait pas ce qui va se passer. Donc, finalement, on a comme demandé à la communauté d'entrepreneurs de faire un gros brainstorm avec nous. C'est là qu'on est arrivé avec l'idée du pop-up solidaire. Donc, dans le fond, comme je disais, on a tout organisé là, en 48 heures de façon bénévole à 100%. Puis, dans le fond, ce qu'on a créé, c'est un événement qui dure 3 semaines. Ben, en fait, la première édition durait 3 semaines. Ça se passait sur la page Facebook du Pop-Up Solidaire. Puis, dans le fond, on avait une thématique par semaine, puis on présentait 2 entreprises par jour. Ça a vraiment été une façon qui était super unique de mettre de l'avant les entreprises et les artisans québécois en période de confinement, parce que dans le fond, les gens étaient pris à la maison, mais ils pouvaient quand même venir à la rencontre des artisans et des entreprises. Ça a vraiment super bien fonctionné. Et comment ça, enfin, quel résultat ça a donné cette première édition? Parce que j'imagine que, tu sais, c'est pas forcément facile de toucher les gens, tu sais pas trop comment, communiquer ou en plus cette période, c'est particulier parce qu'il y avait énormément de contenu énormément d'initiatives, énormément de contenu qui a été produit Ouais. sur internet. Les gens étaient beaucoup sur internet Mhm. et je pense que c'était difficile d'atteindre les gens. Oui, Comment vous avez procédé vous oui. pour ça? Oui, c'est difficile présentement, et on va pas se le cacher. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Moi et Margot, on n'avait aucune idée, là. Quand on a démarré ça, on se disait, bon, ben, regarde, on va essayer quelque chose, puis au pire, ça va pas fonctionner. Mais honnêtement, j'ai encore un peu sans mots quand je regarde tout ce qui s'est passé avec le pop-up. Honnêtement, on a créé la page justement du pop-up solidaire, parce que ça s'est tout passé la première édition sur la page Facebook du pop-up. Quand on a créé la page, on a vraiment vu, là, quand l'événement a commencé, un, un engagement pas croyable là, de la part de la communauté. Euh, à la fin du pop-up, on a fait une entrevue, si on veut, avec les entreprises. Puis, on a même une entreprise qui a généré 4 500 $ de ventes directes liées au pop-up solidaire. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est pas rien, là. Puis on avait un moyen de justement aller tracker, si on veut, le nombre de ventes. Puis c'est vraiment des ventes directes. Et tu sais, les entreprises en général en fait, toutes les entreprises étaient super satisfaites. Puis on a vraiment vu un engouement comme sans précédent, là. On présentait une entreprise, les gens commentaient, les gens likaient, les gens allaient voir sur le site web. Je pense que, en fait, c'est qu'on est arrivé au bon moment. Tu sais, il y avait vraiment un engouement pour le local quand on a lancé le pop-up solidaire. Tu sais, donc ça, c'est sûr que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Sinon, comme je disais au début, on a fait un brainstorm avec la communauté d'entrepreneurs, mais une fois que le projet a été lancé, ben, ces gens-là nous ont vraiment aidés aussi à faire mousser un peu le pop-up. Puis, parce que c'était une initiative qui était solidaire, tu sais, moi et Margot, on n'a pas fait d'argent avec ça, là, c'était pas ça l'objectif. Ben, les gens étaient encore plus poussés à vouloir nous aider puis à vouloir faire connaître l'initiative. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'on a partagé le pop-up solidaire sur nos réseaux sociaux, dans le fond, d'entreprise. Puis aussi, on a envoyé des communiqués de presse. On a quand même eu une bonne couverture médiatique. Là, on est passé, dans le fond, dans Salut Bonjour, Radio-Canada, La Presse, Baron Mag. Donc, c'est sûr que ça l'a aussi beaucoup aidé. Parce que tu sais, après le pop-up, il y a quand même eu en fait, il y a eu plusieurs initiatives là, de marché virtuel. Mais au moment, dans le fond, nous, on l'a créé, on était parmi les premières, si on n'était pas la première, là. Donc, c'est sûr qu'on a comme profité de la vague un peu, de l'amour du local. Et à ce moment-là, Oui, c'est on ça. l'a créé. Ouais. Oui et puis je pense que les gens, ils ont ressenti le besoin aussi d'aider les entreprises locales. Ouais. Enfin moi, je vois, ça a été mon cas, je me suis dit: «OK, bah, là, il y a des choses peut-être que j'ai achetées, sur d'autres sites. Je vais essayer de trouver l'équivalent en version locale pour, tu sais, on est chez soi, on se sent impuissant et on se dit: «Bon, bah, comment on peut aider?» Bah, en consommant ce qu'on aurait consommé peut-être sur un site, étranger, bah, C'est ça, on consomme sur un site, c'est ça. local. Mais on l'a vraiment vu, là, encore une fois, comme la mentalité évoluer, si on veut, puis la prise de conscience. On l'a vu sur la page Facebook du pop-up, tu sais. Justement, est-ce qu'on aurait eu autant d'engagement puis autant d'engouement si ça n'avait pas été de la vague locale? Peut-être que oui, peut-être que non, mais tu sais, on voyait vraiment comme un désir d'aider de la part des gens, puis un désir de faire une différence, puis un désir d'encourager. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça a vraiment fait du bien, je pense, aux entreprises participantes parce que, veux pas, tout le monde était un peu comme dans un état de panique. Puis de voir justement que les gens voulaient nous encourager comme ça, puis je m'inclus là-dedans parce que, en fait, Atoka aussi a participé, là.
Ben, ça l'a vraiment fait chaud au cœur. Puis je pense que ça a donné de l'énergie aussi à plusieurs personnes pour, tu sais, continuer puis braver un peu les obstacles de la COVID. Mm. Parce qu'en fait, veux pas, nous, j'ai oublié de le mentionner, mais le pop-up solidaire, on l'a créé aussi parce que, tu sais, j'expliquais que les marchés puis les événements ont été annulés, mais nous, on devait participer à l'exposition Manger, santé et vivre vert. Je sais Oui, pas si tu je me connais. souviens, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Bah, c'est vraiment un gros événement, là. Pour nous, c'était l'événement de l'année, là. ouais, Ça allait été annulé. ouais, je comprends. Donc, tu sais, Oui, qui devait avoir lieu vraiment au tout début de la Covid, je pense en mars ou en c'est ça. Je me souviens fin plus de mars. la date exacte, mais c'est ça, c'était en mars. Puis, tu sais, veux pas, quand t'es une petite entreprise, puis c'est ton plus gros marché, bon, ben, tu comptes un peu sur ces revenus-là pour des investissements futurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que ça a été un choc, là. Ouais. Mm. Et est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu plus, bah, des thématiques que vous avez choisies? Tu disais que vous aviez 3 thématiques sur 3 semaines sur, 1 thématique par semaine, c'est ça? Oui, Hem, oui, on avait 3 thématiques. Honnêtement, là, je pense même pas que je me souviens des 3 thématiques qu'on a eues à la première édition. C'est tellement fou en ce moment avec la deuxième édition que les 3 thématiques m'échappent. Mais je crois qu'on avait, si je me trompe pas, ah oui, je m'en souviens, on avait maison, la thématique maison. Donc, ça regroupait plein d'entreprises qui faisaient, bon, ben, de l'art, qui faisaient des décorations, des meubles, des choses comme ça, la première semaine. On avait la thématique self-love, puis ça, c'était des produits, bon, ben, tampons démaquillants, c'était cosmétiques, c'était plein de choses, dans le fond, pour ben, se donner de l'amour à soi-même. Puis ensuite, on avait la thématique qu'on appelait juste du beau. Puis c'était vraiment plein de choses comme des bijoux, encore une fois, des toiles, des dessins, des illustrations. Donc, ça a vraiment été 3. Dans le fond, c'était comme ça un peu qu'on a divisé les entreprises participantes, étant donné que c'est sur 3 semaines, on voulait vraiment faire une thématique par semaine. Mais c'est ça, ça nous a servi un peu à organiser l'information sur notre page Facebook. OK. Ouais. Et comment vous êtes allés chercher les exposants? Comment ça s'est passé? Toi, tu es allé voir dans tes contacts ou alors est-ce que vous avez fait une sélection? Comment vous avez procédé? Ouais, ben ça aussi, ça a été quand même assez une surprise, là. Tu sais, étant donné qu'on a fait ça comme en 48 heures, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser plein de questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un Google Form, le classique Ouais. solution dans ces moments-là. On a créé un Google Form, puis dans le fond, bon, ben, on avait comme des critères de sélection assez vagues, là, tu sais. On n'avait pas des critères de sélection super précis, à part qu'il faut que ça soit une entreprise ou un artisan du Québec, on s'entend, qui vend un produit. Euh, puis dans le fond, on a partagé ce questionnaire-là à travers nos réseaux. Puis dans le fond, comme j'expliquais tantôt, ce qui est vraiment le fun, c'est que il y a vraiment plein de réseaux pour les entrepreneurs ou pour les travailleurs autonomes ou pour les gens qui sont à leur compte ou qui veulent éventuellement, je sais pas moi, démarrer une entreprise ou quoi que ce soit. Donc, on a partagé ça à travers ces réseaux-là. Puis, on a créé la page du pop-up aussi au même moment. Fait qu'on a partagé ça sur la page du pop-up. Puis, il y a vraiment eu un engouement vraiment plus grand que ça à quoi on s'attendait. Nous, dans le fond, en 48 heures, puis avec le peu de temps qu'on avait, on s'est dit qu'on pouvait mettre de l'avant environ une cinquantaine d'entreprises. Parce qu'à 2 entreprises par jour, bon, ben, ça fait environ 3 semaines. Puis aussi, ben, on n'avait pas nécessairement le temps de faire quelque chose de plus gros que ça. Parce Mmh. qu'on avait juste une semaine pour mettre tout ça en place. Euh, donc, on a eu plus de 200 inscriptions à notre formulaire. Puis ça, je réitère, là, en 48 heures. On a mis le formulaire en ligne, je pense, 12 heures, même pas. Mmh. Puis, OK. ouais, ouais, ouais. Tu sais, pour la deuxième édition, on va le mettre en ligne une semaine, là, pour te donner une idée. Ouais. Donc, là, en 12 heures, on a eu plus de 200 inscriptions. Puis quand on a fermé le formulaire, il y avait encore pas mal de gens qui nous écrivaient pour nous dire oh non, tu sais, j'ai manqué le deadline. Est-ce que je peux m'inscrire? Puis malheureusement, on n'a pas pu inscrire ces gens-là parce que ben, on avait juste tout simplement pas le temps. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, étant donné qu'on on s'attendait pas à autant d'inscriptions, on a procédé par tirage, simplement. Donc, on a tiré les entreprises qui ont pu participer au Pop-up solidaire édition 1. Donc, c'est comme OK. ça s'est passé. Puis par la suite, les entreprises ont eu à peu près une semaine pour nous faire parvenir soit un montage photo ou une vidéo. Donc, même pour les entreprises aussi, ça a été vraiment beaucoup de travail, tu sais. On en a Mmh. quand même beaucoup. Je ne sais pas si tu as regardé un peu la page du pop-up, mais on en a Oui. quand même beaucoup qui ont pris la peine, tu sais, de faire une vidéo.
faire une vidéo, là, c'est quand même long, là. C'est compliqué, c'est pas nécessairement super facile, même si c'est juste une vidéo de 1 minute. Puis il y en a qui ont fait ça en 1 semaine, là, tu sais, donc c'est quand même beaucoup de travail aussi pour les entreprises. Et c'est ça qui est vraiment beau aussi à voir, c'est à quel point les gens, en quelques heures, quelques jours, vont faire des choses incroyables et Oui, qu'on n'aurait même pas soupçonné pouvoir le faire même en quelques mois. Enfin, en fait, ça a dégagé une énergie comme si, d'un côté, c'est sûr que sur le coup, tu te dis ça a été difficile l'annonce, bah, évidemment du covid, en termes de santé et cetera mais il y a énormément de gens qui sont morts et qui ont des ouais, proches, qui ont perdu des proches et cetera. Mais d'un autre côté, on a vu qu'on s'est adapté hyper facilement, en fait. On a changé nos habitudes, on ouais. s'est réinventé tout le monde, enfin, pas forcément tout le monde, mais il y a plein de gens qui se sont réinventés, parce qu'ils n'avaient pas le choix et le fait de pas avoir le choix, bah, ça Ouais, te pousse à faire des choses incroyables. ouais, c'est ça. C'est un peu comme quand on a un examen ou un travail à remettre puis qu'on attend la dernière journée pour le faire, on a comme la motivation du désespoir. Ouais, c'est ça. Ça pousse à la créativité, en fait. C'est ça, c'est un peu ça qui s'est passé parce que veux pas, nous, tu sais, je veux dire, je peux te peindre le portrait de moi après, je pense que c'est le 12 mars. Le 12 mars au soir, là, moi, j'étais assise sur mon divan, je fixais le vide puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Mais, Ouais. tu sais, en même temps, c'est quand que je m'assois, que je fais rien, puis que je prends vraiment le temps de penser à ce que je peux faire. Ça n'arrive pas souvent, là, parce que j'ai tout le temps quelque chose à faire, tu sais. Donc, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est dans ces moments-là qu'au final, tu arrives avec des idées nouvelles que tu n'aurais pas nécessairement eues avant. Puis, ben, c'est ça qui a créé le pop-up solidaire. Puis ça, je pense qu'il a créé aussi du renouveau dans plein d'entreprises. Tu sais, il y en a qui ont commencé à faire des masques, il y en a qui ont revu complètement leur branding, qui ont profité de ce moment-là pour faire des formations, tu sais, qui ont profité de ce moment-là pour faire de la publicité en ligne, apprendre comment faire, parce que là, on se disait, bon, ben, OK, il faut une présence maintenant web, parce que, ben, il n'y a plus vraiment de présence physique. Ouais. Tu sais, donc, on a vraiment vu comme un autre mouvement aussi de gens bon, mais qui voulaient se réinventer, tu sais, pour passer au travers. Donc, Ouais. c'est sûr que oui, ça a apporté son lot de positifs, mais c'est sûr que c'est peut-être plus facile aussi pour les entreprises qui avaient déjà une présence en ligne, là. Quand tu as une boutique physique, puis que c'est là que tu réalises la majorité de tes ventes, puis que tu dois être fermé pour une période de temps indéterminée, c'est sûr que c'est plus difficile. Oui, c'est ça, quand tu as rien qui est créé, rien de digital qui est mis en place, C'est ça. ouais, c'est compliqué C'est ça. et du coup, donc, la deuxième édition du pop-up Oui, solidaire, aura lieu en août, c'est exact. ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe, pour le processus de sélection, pour les thématiques et cetera? Oui, absolument. Dans le fond, on a regardé la première édition, puis on s'est dit, ben, Colin, ça s'est super bien passé. On peut pas juste rien faire avec ça, tu sais. Donc, on a décidé de créer une deuxième édition. Puis là, on avait quand même beaucoup de travail parce qu'on voulait faire une deuxième édition améliorée. On peut pas juste refaire la même chose. Donc, dans le fond, pour nous aider, il y a Stéphanie aussi de Nufor qui s'est jointe à l'équipe. Je ne sais pas si tu connais l'entreprise, mais dans le fond, Nufor, c'est une Non? entreprise qui, ben, en fait, il offre des produits cosmétiques naturels. Puis elle fait aussi OK. des ateliers de fabrication de produits cosmétiques. Donc, encore une fois, on a des intérêts en commun. Ouais. Donc, maintenant, on est rendu 3 dans l'équipe pour travailler sur l'édition 2 du pop-up. Dans le fond, comme tu disais, ça va se passer à la mi-août. Étant donné que c'est l'édition 1 et l'édition 2, j'appelle ça des éditions bootstrap, là, tu sais, donc on crée vraiment quelque chose en peu de temps. Donc, on n'a pas encore nécessairement toutes les dates exactes et on n'a pas encore nécessairement toutes les catégories exactes. Mais dans le fond, ce qu'on fait présentement, c'est que le pop-up solidaire est devenu officiellement un OBNL. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait absolument faire. On voulait devenir un organisme à but non lucratif. Donc ça, c'est fait. On est super contente. Puis sinon, on travaille aussi actuellement sur la nouvelle plateforme web du pop-up solidaire. Puis ça, dans le fond, c'est le mandat de Stéphanie, justement, parce qu'elle est assez bonne pour faire ça. Puis moi, j'ai aucun talent pour créer des plateformes web. Euh, donc, dans le fond, ça va régler un peu la problématique qu'on avait avec la page Facebook pour l'édition 1. Parce qu'en fait, l'édition 1, comme j'indiquais, on présentait 2 entreprises par jour sur la page Facebook du pop-up. Mais là, si jamais, je sais pas, on était rendu à la deuxième semaine, puis tu voulais aller voir l'entreprise de la semaine 1,
mais il fallait que tu remontes la page Facebook au complet du pop-up. Oui. Donc, c'est pas pratique. C'était pas l'idéal. Mm. Je réitère qu'on l'a fait en 48 heures, mais c'était pas l'idéal. Donc, on voulait apporter une solution à ça pour l'édition 2, d'où la nouvelle plateforme web du pop-up solidaire. Donc, ça va permettre aux gens d'aller trouver plus facilement les entreprises et les produits qu'on met en vedette. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi, ça va permettre aux entreprises d'avoir leur espace membre avec toute l'information au niveau de l'organisation, au niveau des visuels et tout ça. Donc, ça va faciliter la vie aussi aux entreprises qui participent. Donc, c'est comme un 2 en 1. Donc, c'est comme notre gros mandat en ce moment sur lequel on travaille. Puis sinon aussi, on veut doubler la taille de l'événement pour l'édition 2. Donc, on va avoir le double d'entreprises participantes. Puis, on vise aussi à doubler la portée de l'événement en taille et en termes d'auditoire, dans le fond. Puis le gros changement aussi, c'est, veux pas parce qu'on crée une plateforme web, parce qu'on devient un OBNL, parce qu'on double la taille de l'entreprise, ça implique quand même des coûts. Donc, ce qu'on a créé, dans le fond, c'est 3 forfaits maintenant qui sont payants pour les entreprises qui veulent participer. Donc, en fonction, dans le fond, du forfait, ta participation diffère, là. Donc, c'est un peu ça l'idée du deuxième pop-up. Ça va encore se passer sur la page Facebook. On va encore annoncer 2 entreprises par jour pendant 3 semaines. On est encore en train de tergiverser si on fait des catégories, dans le fond, comme on avait fait pour la première édition. Donc, une catégorie par semaine. On n'est pas certaine encore. On va voir. Mais sinon, c'est ça. Ça va se passer sur la page Facebook et sur la plateforme web du Pop-up solidaire. Donc, à tous les auditeurs, il faut s'abonner à la page Facebook et suivre avec attention quand la plateforme sera dévoilée. C'est ça, exactement. Dans le fond, le message principal, là, je pense, du podcast, c'est qu'il faut aller suivre la page Facebook du Pop-up solidaire parce qu'en fait, on va bientôt annoncer les inscriptions pour les entreprises qui vont commencer, si je me trompe pas, le 26 juin, sinon vers la fin juin. La date qu'on a déterminée, c'est le 26 juin, mais tu sais, encore une fois, étant donné qu'on fait ça assez rapidement, là, ça se peut que la date change, mais les inscriptions vont vraiment être annoncées sur la page Facebook du Pop-up. Donc, ça va être là, dans le fond, que les entreprises vont pouvoir aller s'inscrire. Puis sinon, pour les personnes qui sont intéressées à découvrir les entreprises, ils peuvent aller suivre aussi la page Facebook du Pop-up solidaire. C'est là qu'on va aussi dévoiler la nouvelle plateforme web lorsqu'elle va être prête, probablement dans quelques semaines. Puis à partir de là, c'est vraiment là que les informations importantes vont être annoncées. OK. Et justement, je voulais te demander comment on crée une OBNL au Québec. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une OBNL, déjà peut-être pour ceux qui ne savent pas, et comment on la crée et comment ça fonctionne, et surtout qu'est-ce qui différencie une OBNL d'une entreprise, je sais plus comment on dit, société par action. Oui, société par action. Ouais, c'est ça. Je peux en parler un peu sans non plus avoir probablement toutes les informations. On est vraiment en ce moment dans le processus de créer l'OBNL. Donc, on a rempli les documents, on a envoyé notre demande, puis on attend nos papiers officiels. Ça devrait s'en venir bientôt. On a vraiment très hâte. Donc, dans le fond, une OBNL, c'est une entreprise, si on veut, qui a une visée sociale. C'est vraiment ça, le cœur d'un OBNL. Il faut vraiment que tu aies un but social. Tu sais, nous, dans le fond, c'est de mettre l'avant les entreprises et les artisans d'ici. Alors qu'une Inc., souvent, c'est une entreprise qui peut avoir aussi une visée sociale, mais le but d'une Inc., c'est quand même de réaliser un profit à la fin de l'année. Donc, les deux structures juridiques, si on veut, sont importantes et sont pertinentes. Puis on s'est posé la question à savoir, est-ce qu'on fait une Inc., est-ce qu'on fait un OBNL, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Nous, on trouvait qu'une entreprise, qu'un OBNL correspondait mieux à nos besoins parce que vraiment, comme le but social, c'est vraiment le cœur même de l'entreprise. Puis aussi, on n'est pas là pour réaliser un profit à la fin de l'année. Donc, un OBNL, dans le fond, tu peux pas avoir à la fin de l'année de l'argent dans ton compte de banque que tu distribues aux fondateurs ou aux fondatrices de l'organisation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors qu'avec une Inc., tu peux te verser des dividendes. Tu peux faire ça. Une OBNL, il faut vraiment que si tu restes de l'argent à la fin d'année, tu la réinvestis dans l'entreprise. Donc, dans le fond, tu la réinvestis dans ta vision sociale. Donc, nous, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce choix-là. Puis sinon aussi, c'est sûr que c'est une organisation qui demande quand même pas mal d'organisation, un peu comme une Inc. Tu sais, t'as pas mal de paperasse,
tu dois avoir un CA, tu dois avoir une comptabilité qui fait du sens. Mais au-delà de ça, c'est quand même une organisation qui est un peu plus souple qu'une entreprise incorporée. Là, je ne sais pas si je m'en vais trop dans les détails, mais Non, vas-y, c'est intéressant parce que je pense que si dans mes auditeurs, il y en a plein qui sont intéressés par l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. ah, bon, ben Donc, voilà. Donc, dans le fond, ce qui est intéressant dans un OBNL, c'est que tu n'as pas de... Excusez mon franglais, là, je sais pas pourquoi j'ai juste les mots en anglais, mais tu n'as pas de share, donc tu n'as pas de part d'entreprise. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir 51%, l'autre 49%, l'autre 20%. Il y a pas d'affaire de OK, ben moi, quand je m'en vais, il faut que quelqu'un rachète mes parts. Ça marche pas comme ça dans un OBNL. T'es juste, tout le monde est là, puis si quelqu'un veut s'en aller, ben la personne s'en va, puis c'est tout. Tu sais, ben, il y a de la paperasse à remplir, là, on s'entend, c'est pas si simple que ça, mais il y a pas de part, il n'y a pas une partie d'entreprise qui t'appartient. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous, on trouvait intéressant parce que c'est plus facile de faire rentrer des gens qui veulent, par exemple, je sais pas, on va faire du bénévolat. Après ça, ben, la personne s'en va parce qu'elle voulait nous aider 6 mois ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, on trouvait que c'était plus souple. Euh, Sinon, il y a encore plein de choses qui nous restent à démystifier là, au niveau de l'OBNL parce que, comme je te disais, on vient juste de la créer, puis on vient juste d'apprendre ben, en fait, de voir un peu comment ça marche. Euh, mais, mais c'est ça. Donc, pour le moment, c'est un peu ça qu'on a mis en place pour l'OBNL. On a fait affaire, je peux dire avec quel cabinet on a fait affaire. Nous, on les aime vraiment beaucoup, puis c'est vraiment pratique de faire affaire avec eux. Si jamais, je peux le dire, je sais pas oui, si tu peux. oui, avec plaisir. Ben, en fait, ça s'appelle Lex Start, donc c'est Ok. Lex Start. Puis c'est un cabinet qui font, en fait, c'est un cabinet à distance, si on veut. Donc, tu remplis tes documents juridiques en ligne. Puis c'est vraiment moins cher et plus pratique pour les entrepreneurs qui écoutent, qui veulent se partir une Inc. ou un OBNL sans avoir à payer nécessairement. En fait, c'est un peu moins cher, puis le service est tout aussi bon. Ils vont répondre à toutes tes questions. Fait que nous, c'est avec eux qu'on a fait affaire justement pour l'OBNL. Oui, j'ai déjà entendu parler d'eux et en effet, ils ont bonne réputation pour Ouais. tout ce qui est entrepreneuriat, en fait, pour aider les entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est plus abordable, puis en plus, ben, leur service est vraiment super bon. Donc, nous, Mm. on attend nos documents avec impatience. Je sais qu'ils ont même une chaîne YouTube avec des petites vidéos explicatives sur, par exemple, comment fonctionne l'incorporation, des choses comme ça. Ouais, je sais qu'ils ont l'Extart Academy, je pense. Donc, Oui, c'est ça. tu peux aller regarder des vidéos puis apprendre un peu le fonctionnement. Tu sais, c'est sûr que nous, dans le fond, Atoka, c'était une entreprise. En fait, c'est une entreprise. Je sais pas pourquoi je parlais au passé, là. Mais c'est une entreprise qu'on a incorporée. Donc, c'est sûr que, comme, je me souviens quand j'allais l'incorporer, ça me faisait vraiment peur, là. Je voyais ça. Puis j'ai fait mon bac en droit. Ça fait quand même un bout. Puis à ma défense, on n'a pas vu les OBNL dans mon bac en droit. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que je connais moins ça. Ok. Mais, dans le fond, ça me faisait vraiment peur, l'incorporation. Je voyais ça comme une grosse étape, un gros investissement. Puis Mm. là, ça va me coûter cher d'impôts, puis ça va être super compliqué. On dirait que je repoussais un peu l'inévitable de l'incorporation. Mais finalement, je l'ai fait, puis j'ai vraiment été surprise à quel point c'était facile, puis pas si stressant que ça, finalement. Donc, c'est sûr que de créer l'OBNL, après avoir fait une entreprise incorporée, je pense que ça a été comme un moins gros step que de juste créer une OBNL sans jamais avoir eu d'incorporation. Mais je peux dire que c'est pas si compliqué que ça. C'est moins compliqué que ce qu'on pense. Ok, ouais. Ben oui, en plus, je trouve qu'au Québec, ça, c'est plus. En tout cas, moi, venant de France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple ici de créer une entreprise, de déposer des noms d'entreprise, etc. Ouais, Ne serait-ce que faire du travail en travailleur autonome, etc. C'est beaucoup plus simple ici qu'en ouais. France. Ben, travailleur autonome, ça, c'est certain, là. Tu sais, ben, en fait, en France, je connais pas le fonctionnement en France, mais pour un travailleur autonome, tu peux littéralement travailler sous ton propre nom sans t'enregistrer. Tu sais, si Oui, c'est c'est ça. Marie-Christine Plouffe Photographie, bon, ben, j'ai même pas besoin de m'enregistrer. Donc, Ouais, c'est ça. c'est sûr que c'est plus simple. Quand tu es travailleur autonome, tu n'es pas obligé de t'incorporer, tu n'es pas obligé de créer de. Tu sais, tu t'enregistres, mais c'est vraiment tout, là. Donc, Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, il faut que tu t'inscrives, peu importe le montant que tu fais, oh mon Dieu. c'est assez compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est pas nécessairement tentant parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui, par exemple, tu sais, au sein du monde de l'artisanat, il y a beaucoup de gens qui vont juste commencer à faire, je sais pas, moi, là, j'invente quelque chose, là, mais commencer à faire une toile, puis, tu sais,
tu fais ça pour le fun, puis t'en fais juste un petit peu pour voir si ça fonctionne, mais ça te tente pas nécessairement de faire ça si t'es obligé d'investir 1000 $ pour t'incorporer, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est comme un obstacle un peu... Mm. Ouais. Et comment vous voyez la suite de Pop-up Solidaire dans les mois, les années à venir? C'est une excellente question, honnêtement. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on a créé tellement rapidement puis qui est encore en évolution. On dirait qu'on se considère encore un peu comme dans l'étude de marché en ce moment. Tu sais, on essaye des choses, puis on l'améliore un petit peu à chaque édition. Donc, très, très honnêtement, là, j'ai aucune idée de où est-ce que ça s'en va, tout ça. C'est sûr que nous, ce qu'on vise, ce qu'on aimerait, c'est éventuellement faire 3 à 4 éditions par année. Puis à chaque année, aller améliorer chaque édition. Pas que nos éditions sont mauvaises en ce moment, au contraire, sont vraiment excellentes considérant la rapidité avec laquelle on les a fait. Mais tu sais, on veut vraiment avoir comme des petites nouveautés à toutes les fois qu'on fait une nouvelle édition. C'est sûr qu'éventuellement, moi, j'aimerais vraiment ça que ça devienne l'événement de l'année. Donc, tu sais, un gros marché, mais virtuel. Je trouve que c'est quelque chose qui manque quand même en ce moment. Tu sais, on a plein d'événements physiques, c'est vraiment le fun. Tu sais, on aime ça, rencontrer les gens puis pouvoir leur parler. Mais vraiment, un marché virtuel, c'est quelque chose qui est pas nécessairement offert en ce moment. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, c'est sûr que moi, c'est ça que je vise un peu avec le pop-up. Puis je pense que Margot et Steph, c'est aussi leur vision. Mais en fait, je sais que c'est aussi leur vision. Donc, on aimerait ça créer vraiment comme un événement qui est connu pour justement faire rayonner les artisans et les entreprises du Québec, mais de façon virtuelle. Puis c'est sûr aussi que la raison pour laquelle on a créé l'OBNL, c'est que notre but, c'est vraiment de garder notre vision sociale, tu sais, avec les années, puis avec les éditions. Tu sais, on veut vraiment construire le projet, puis construire la pop-up solidaire autour des artisans, puis autour des entreprises. Puis c'est pour ça aussi que on les fait participer, tu sais, à la fin de chaque édition, on veut envoyer un formulaire pour, OK, récolter des commentaires, voir comment ça a été, est-ce que vous avez des idées? Tu sais, c'est pas pour rien que ça s'appelle le pop-up solidaire, c'est qu'on veut vraiment comme créer un mouvement, puis créer quelque chose qui est virtuel, puis qui est en ligne. Mm. Ouais. Oui, et puis je pense que ça peut aider aussi, par exemple, les personnes qui veulent rentrer dans une transition plus locale, Mhm. consommer plus local, mais qui savent pas forcément vers qui se tourner. Bah, vous allez Ouais. être une sorte de répertoire un petit peu d'entreprises C'est ça. qui proposent. C'est ça. On veut, tu sais, oui, on va devenir on pourrait devenir un genre de répertoire, mais on veut vraiment, tu sais, créer des événements. Donc, il y a une date de début, une date de fin. Donc, tu peux vraiment Oui, créer encore une fois, j'ai juste un mot en anglais, mais tu veux vraiment créer un genre de hype autour de l'événement. Puis je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment au niveau de la visibilité puis au niveau de l'engagement des gens. Donc, c'est sûr que le côté événementiel du pop-up, c'est quelque chose auquel on tient vraiment. Puis oui, c'est ça, tu sais, ça aide les gens aussi à découvrir les produits d'ici. Puis ce qui était le fun, justement, pendant la première édition, c'est qu'on avait plein de gens qui nous écrivaient personnellement pour nous dire « Hey, tu sais, c'est le fun, j'ai découvert telle entreprise que je connaissais pas avant. » Puis elle était vraiment super reconnaissante au pop-up pour ça, justement, parce que, des fois, le problème, c'est que dans les boutiques ou dans les événements, on voit souvent les mêmes entreprises. Puis, tu sais, c'est normal parce que souvent, quand on débute, on n'a pas nécessairement l'argent ou le temps d'investir dans sa visibilité web. C'est juste normal. Donc, tu sais, si le pop-up il peut permettre à ces entreprises-là aussi d'avoir une visibilité puis d'être mise de l'avant au même titre que toutes les autres entreprises, ça peut juste les aider puis leur amener, dans le fond, une nouvelle clientèle, tu sais. ok. Ouais. Non, c'est intéressant cette vision. J'aime vraiment beaucoup cette vision que vous avez Merci. de tout ça. Merci. Et euh, maintenant, j'ai des questions un petit peu plus en lien avec le podcast. Une question que je pose souvent, c'est comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans? Oh mon Dieu. Avec, oh mon Dieu, wow. Avec des parcs encore plus partout. Moi, je veux des parcs puis je veux du vert partout. Là, est-ce que c'est comment je vois Montréal ou comment je veux Montréal? Les deux, les deux. OK, bon, mais Ça peut être lié. quand je veux Montréal, là, on dirait que chaque nouveau projet d'infrastructure, j'aimerais qu'il y ait une dimension de développement durable verte.
Tu sais, on crée on bâtit des tours à condos. Ben, tu veux des tours à condos? Moi, personnellement, je suis un peu tannée des tours à condos, mais bon, on bâtit des nouveaux, ok, je recommence en phrase, je sais pas pourquoi j'ai de la misère à la dire, mais on fait des nouvelles infrastructures, mettons un toit vert dessus, tu sais. Créons des nouveaux parcs. Tu sais, il y a tellement de potentiel, je trouve, à Montréal Ouais. pour, ben, des espaces verts. Puis c'est quelque chose qui, je pense, qui de plus en plus est mis de l'avant, là. Puis de plus en plus on fait, puis c'est de plus en plus dans les mentalités. Mais il y a tellement de potentiel, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, il y a encore des espaces trop gris, justement, des îlots de chaleur où est-ce qu'il faudrait un peu plus de verre. Donc, moi, c'est ça que j'aimerais beaucoup pour Montréal. Puis sinon, ben, ça commence encore une fois avec plantes, mais des pistes cyclables pour les vélos. Tu sais, justement, il y a les autoroutes de vélo là, qui font leur apparition à Montréal. Moi, personnellement, je trouve que c'est une idée incroyable. Donc, plus de place, justement, aux gens qui se déplacent à pied, qui se déplacent à vélo, qui ont des moyens de transport alternatifs à la voiture, donc pour le transport en commun. Euh, c'est un peu ça que je vois pour Montréal. Mm. Ouais. Puis, tu sais, j'habite dans Villeray, donc j'ai la chance d'avoir comme une communauté qui est assez tissée serrée, je pense. Tu sais, on a le bazar de Villeray, t'as vraiment comme, j'ai habité à d'autres endroits à Montréal, puis ici, je connais mes voisins. J'ai vraiment été étonnée, tu sais, quand j'ai déménagé ici, d'avoir des voisins qui voulaient prendre le temps d'apprendre à me connaître. Puis je pense que c'est une genre de mentalité qui s'étend de plus en plus à Montréal, tu sais, d'avoir comme une communauté de gens qui s'entraident puis qui sont là les uns pour les autres. C'est peut-être un peu quétaine à dire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme en évolution aussi, puis qu'on voit de plus en plus, d'avoir comme des micro-communautés au sein de la communauté de Montréal. Mm. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, ça fait un an et 3 mois que j'habite à Montréal et je ressens vraiment ça, cet esprit communautaire, en fait. Le côté que les gens, même, tu vois, quand il y a des projets dans les quartiers qui se mettent en place, ben, tu as beaucoup les habitants qui Mhm. donnent leur avis ou qui vont faire des pétitions pour Ouais. ou contre ou des choses, ou des jardins partagés. Des gens, vraiment, les gens participent, en fait, à l'évolution de leur quartier. Ouais. Et j'ai vraiment été surprise agréablement par cet Ah aspect-là à oui. Montréal. C'est ça que j'aime bien. Ah ouais, tu sais, il y a des jardins communautaires, il y a des ruelles vertes que les gens font ensemble. Il y a des frigos, je me souviens plus c'est quoi les noms, mais tu sais, des frigos où est-ce que tu peux aller porter tes restants de nourriture que quelqu'un d'autre va aller chercher. Il y a des bibliothèques, des fois tu te promènes, puis il y en a des bibliothèques communautaires sur le bord de la rue où est-ce que tu peux aller déposer tes livres. Tu sais, puis j'ai eu la chance de travailler aussi dans un café, ça s'appelle le Café Oui mais non. Puis tu sais, ils ont plein d'initiatives pour justement aider leur quartier. Puis t'as vraiment comme un amour entre les propriétaires du café, les employés, puis le restant des gens, justement, dans le quartier. Tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Tu sais, je trouve ça vraiment beau. Puis je pense que ben encore une fois, c'est quelque chose qui est comme de plus en plus présent, puis qui s'étend de plus en plus à travers les quartiers de Montréal. Donc, oui, j'aimerais ça que ça s'étende encore plus. Mm. Et est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre dans ce podcast? Oh mon Dieu, grosse question. La mairesse Plante. Ouais? Oui, la mairesse Ok, bah écoute, je ça va l'aime être un comme des ça. objectifs alors. Je l'aime Non, d'amour. C'est surtout avec justement, là, je parle, puis écoute, j'ai oublié le nom, mais c'est-tu proche de l'échangeur Turcot qu'elle veut faire un parc? Euh, je me souviens plus. Peu importe. Elle a des nouveaux projets je me verts en ce moment, là, puis Mm, moi, ça m'allume vraiment. Donc, ouais, c'est la vrai. mairesse Plante. Je te comprends parce que moi, à la base, je suis architecte, donc c'est aussi des problématiques qui m'intéressent beaucoup. Ah oui, mais je comprends tellement, mais je suis certaine que vous auriez beaucoup à discuter. Oui, exactement. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a une ressource, une œuvre, que tu souhaiterais conseiller à nos auditeurs qui t'a aidé, que ce soit dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie personnelle? Oui, ben en fait, ça va peut-être être plate, là, mais honnêtement, les groupes Facebook d'entrepreneurs. Moi, là, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Tout particulièrement le groupe Facebook qui s'appelle Femmes de tête. Ça a Mmh. révolutionné ma vie, là, tu sais. Puis, je veux dire, tu as une question, tu l'écris sur le groupe, puis 40 personnes qui vont te répondre puis qui vont essayer de t'aider. Tu sais, c'est pour moi une ressource inestimable. J'imagine en fait, moi, présentement, je suis surtout sur les femmes de tête, mais je suis certaine qu'il y a d'autres ressources aussi pour les entrepreneurs en général, là. Mais ça, c'est vraiment
une ressource en or. Sinon, il y a aussi quelque chose que j'ai découvert récemment, les chambres de commerce. J'avais pas pris assez de temps pour apprendre à connaître les gens de la Chambre de commerce de Montréal ou de la Chambre de commerce de Sainte-Thérèse, puisque c'est là qu'on déménage avec mon entreprise. Puis ces gens-là sont vraiment pleins de ressources. Tu peux juste les appeler, leur poser des questions, puis ils vont prendre le temps de te répondre, de faire des recherches pour toi, puis de t'aider. Moi, personnellement, ça m'a... oui, j'ai vraiment... ça nous a vraiment aidé avec Atoka, donc... ouais, les chambres de commerce puis les groupes sur Facebook, honnêtement. C'est peut-être quelque chose qu'on pense pas nécessairement parce qu'on pense que c'est trop évident, mais il faut prendre le temps d'aller chercher ces ressources-là aussi. Ouais. Ok. Et écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était super intéressant. Et puis, j'invite les artisans, les entrepreneurs qui nous écoutent à candidater quand ce sera le moment. Et puis aux personnes qui sont intéressées pour découvrir le groupe Facebook, pour découvrir Pop-up Solidaire, à vous suivre sur Facebook pour suivre toutes les nouvelles annonces et le lancement du site web. Oui, ça s'en vient bientôt. On a tellement hâte. Merci encore à toi et à bientôt. Merci, salut. Merci à Marie-Christine pour cette discussion passionnante. Retrouvez Atoka sur leur site internet et sur Instagram et allez suivre le Pop-up Solidaire principalement sur Facebook et sur Instagram pour ne pas manquer l'annonce des inscriptions à la seconde édition du Pop-up pour les entreprises et l'annonce du lancement de la plateforme internet qui aura lieu dans quelques jours. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.